Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ouais, bien qui n'était à la base bien sûr pas prévue. Le programme est chargé ce soir. On va bien sûr revenir sur le départ de Lucien Favre de l'OGC Nice. Voilà, annoncé hier l'intronisation de Didier Digard en tant qu'entraîneur de l'OGC Nice. Le projet Ineos, où en est-il? Bref, un programme très très chargé, une rubrique Mercato aussi, le groupe qui a été annoncé pour demain, le match de Montpellier. Beaucoup beaucoup de choses à dire et à partager avec vous. Ce soir, je ne suis pas seul, forcément, pour cette émission. J'ai déjà le plaisir d'accueillir Jérémy ce soir. Comment vas-tu, Jérémy? Salut Pancho, salut Bertigno, salut à tous. Bah, écoute, ça va du mieux possible hein, quand on parle de l'OGC Nice. Donc il y a pas mal de choses dont on va parler ce soir qui sont quand même intéressantes pour l'avenir du club, mais aussi pour demain soir directement. Donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Effectivement, hier a été une journée riche en émotions, émotions pas forcément positives pour la plupart de la communauté. Voilà, départ de Lucien Favre, retraite internationale d'Hugo Lloris et anniversaire de Sky. Ça faisait beaucoup pour la communauté de l'OGC Nice. Tu l'as teasé en avance, c'est Bertigno qui était avec nous ce soir. Comment ça va, Bertigno? Bah, ça va très bien et toi? Salut tout le monde. Et puis très content d'être ici et de parler de cette actualité du club, de ces changements enfin dans cette saison. Je salue toutes les personnes qui sont là aussi sur le chat. Juju, Nono, Ryuto, Oncle Poulain, Essu06, Obi-Wan. Les personnes voilà, qui suivent régulièrement ces émissions. Messieurs, on va commencer dans l'ordre chronologique, on va dire, le départ de Lucien Favre. Donc on l'a appris lors de la conférence de presse organisée tout à l'heure avec le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, Jean-Pierre River et Didier Digard dans un second temps. Le départ a été acté donc hier. Voilà, un départ qui était, on va dire, dans les tuyaux, surtout après cette défaite contre le Puy Foot. Messieurs, il y avait du mieux avant la trêve hivernale. Ça n'a pas, avant la trêve Coupe du Monde plutôt, ça n'a pas gommé les grosses difficultés, on va dire, collectives et offensives de cette équipe. Euh, Déjà, toi, Jérémy, comment tu juges cette décision? Est-ce qu'elle te semble normale? Est-ce qu'elle te semble logique? Est-ce qu'on aurait pu attendre encore un peu? Est-ce que ça s'entend de se dire que Favre aurait pu peut-être profiter du mercato hivernal pour se refaire un peu la cerise, comme on dit, sur cette demi-saison, ou ça intervenait à un bon moment? Le timing est un petit peu dommage parce que comme tu l'as rappelé, c'est vrai qu'il avait été conforté juste avant la trêve Coupe du Monde. Donc enfin moi en tout cas, je m'étais dit que c'était plutôt une bonne chose parce qu'il avait cette seconde préparation pour mieux préparer l'équipe, pour avoir un peu une sorte de seconde chance, de second souffle. Bon, apparemment, enfin, on a vu que ça n'a pas ça n'a pas eu le résultat escompté. Donc on en est là. Et même Florent Xefi l'a totalement Mm, dit en conférence de presse. Il a assumé, il a dit que voilà, ils avaient pris cette décision-là et que maintenant, vu que les résultats n'avaient pas été là et qu'il n'y avait pas eu de progression, mm. ils n'étaient pas revenus sur leur décision, mais que justement, ben, maintenant, ils avaient changé de cap, on va dire. Après, voilà, moi, comme je reste sur comment dire, mon avis, on savait que Lucien Favre allait sûrement quitter le club soit cet hiver, soit cet été. Après, moi, j'étais plus honnêtement pour qu'il reste jusqu'à la fin de la saison, en prenant en compte un mercato d'hiver qui aurait pu être bon. Après, il y avait plusieurs choses à prendre en compte, le fait justement de faire un mercato d'hiver pour Lucien Favre ou pas. Donc c'était déjà une première donnée à prendre en compte qui pouvait être, je pense, compliquée. Après, voilà, comme en y réfléchissant bien, c'est vrai que justement, si on prend ces 6 mois-là, bon, c'est une transition, mais si on prend ces 6 mois-là, comme le fait de préparer l'avenir et essayer de redonner un petit peu d'oxygène pour cette seconde partie de saison, pourquoi pas. Après, voilà, il y avait de toute façon, il fallait qu'il y ait un choix de fait et il fallait que quelque chose change, ça c'était sûr. Au vu des dernières prestations, c'était impossible de continuer comme ça. Donc voilà, hein, c'est la chose la plus évidente et la plus pas facile entre guillemets dans le monde du foot, mais c'est changer d'entraîneur et ça a été fait. Donc voilà, moi je remercie quand même Lucien Favre. C'est pour ça que j'ai mis le maillot de sa première saison avec nous pour, euh,
pour lui rendre hommage, mais pour ce Le qu'il a fait maillot pour le club de quand Mario même. Balotelli du doublé contre Marseille d'ailleurs, pas lavé, tu nous le C'est confiais, ça. Jérémy. Non, c'est pas ça. Ah, j'aurais aimé que ce soit celui-là pour le souvenir, même si je reveux un peu Mario Balotelli, mais ça c'est un autre sujet. Mais non, non, c'était pour lui rendre quand même hommage et le remercier pour tout ce Hmm, qu'il a fait, parce que même s'il a eu ses torts hmm. depuis son retour, il a quand même pas été mis dans les meilleures conditions, comme on le sait tous. Donc merci à lui en tout cas pour tout ça. Effectivement, Bertino, Jérémy le disait, c'est un départ, et je l'ai vu dans le chat aussi, qui était inéluctable. On est dans le foot, on sait comment ça fonctionne, on sait que lorsqu'une équipe a du mal dans le jeu, dans les résultats, c'est l'entraîneur qui saute. Maintenant, c'est vrai, se poser la question, est-ce que, il allait partir quand même en fin de saison? Euh, je vais citer les mots de Florent Ghisolfi, hein. Jérémy a un peu parlé de ça. Il parle voilà, d'un manque d'amélioration, pas d'amélioration dans les matchs et les entraînements, et un besoin d'oxygéner le groupe. C'est des mots forts. C'est aussi une preuve qu'il fallait insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de différent aussi pour le groupe. Oui, totalement. Et puis, de toute façon, quand le vestiaire lâche son entraîneur, à partir de là, en plein milieu de saison, c'est plus facile de se séparer de l'entraîneur que de tout un effectif. Donc, la décision, elle était plus facile à prendre et plus logique, même si ça fait de la peine pour Lucien, pour qui tout n'a pas été tout rose. Mais, mais oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pas une décision facile, je pense, qui a été prise. Et Guy Zoffi l'a montré dans sa conférence de presse qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas entre les entraînements, les matchs, le manque de progression de certains joueurs, et qu'il fallait du changement de manière rapide. Euh, Par le mot oxygéné, comme il l'a dit, on avait l'impression surtout que entre les entraînements et les matchs, les joueurs étaient un petit peu perdus, un petit peu lassés des méthodes de Lucien Favre. Et donc voilà, ce changement est venu. On sait que Didier Zigard est très apprécié au sein de l'effectif. Donc c'était un changement, on va dire, naturel pour donner un second souffle à cette saison qui a très mal démarré. Effectivement, donc comme je l'ai dit en introduction, comme tu l'as rappelé, Bertino, donc c'est Didier Digard qui sera donc l'entraîneur numéro un. On y viendra un peu plus tard. Juste avant, tu parlais donc d'un contexte où les raisons étaient multiples, hein, qui expliquent aujourd'hui le départ de Lucien Favre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le très bon trade fait par Bertino à ce sujet-là sur Twitter. Euh, pour beaucoup aussi, c'est Jean-Pierre River qui est totalement désavoué dans cette décision-là. Ça a été lui qui a été, on va dire, l'artisan et le décideur du retour de Lucien Favre l'été dernier. Aujourd'hui, Lucien Favre se retrouve hors du club 6 mois après cette décision-là. Concrètement, est-ce que la dernière, on va dire, le- la dernière munition tentée par River, c'était pas celle-ci finalement? Jérémy ou Bertigno, comme vous voulez, les gars. Vas-y, je te Hum, laisse commencer. Là, c'est surtout, ouais, Jean-Pierre River, il a fait venir Lucien Favre, on va dire, de sa propre volonté l'été dernier. C'était un choix qui pouvait être compréhensible à la base. Et c'est vrai que là, avec ce début de saison, ces difficultés en interne, je pense qu'il a quand même perdu un petit peu de crédit auprès d'Ineos dans sa gestion des hommes, sa gestion des joueurs, même du club en général. Donc je pense qu'il a une position un petit peu fragilisée aujourd'hui et c'est vrai qu'on l'a vu prendre beaucoup de recul ces dernières semaines, beaucoup de mise en retrait par rapport à la situation. On a l'impression qu'il disparaît un petit peu des radars au fur et à mesure que le temps avance et que cette saison avance dans le temps. Est-ce que Jérémy, l'arrivée programmée de Jean-Claude Blanc, alors ça a attisé un peu dans la communauté par rapport à ça, est-ce que l'arrivée prochaine de Blanc dans l'organigramme d'Ineos ne sonnerait-il pas aussi le départ de Jean-Pierre River après aussi cet échec, parce que c'est aussi le sien? Ouais, c'est sûr. Et puis de toute façon, c'est pas que j'étais étonné de voir Jean-Pierre River en conférence de presse, mais c'est vrai que je me suis dit, ça fait longtemps quand même qu'on l'a pas entendu. Et j'étais quand même assez aussi surpris les derniers temps qu'ils ne soutiennent pas Lucien Favre, parce qu'on sait qu'il apprécie énormément, comme il l'a rappelé. Mais bon, on sait il est moins présent, il est moins là, et quand même pour un président, c'est quand même important d'être là, hein. On le voit dans notre club
que le fait qu'un président soit là et accompagne son équipe tout au long d'une saison, c'est quand même important. Après, pour Jean-Claude Blanc, je pense pas que ce sera un remplacement de Jean-Pierre River par Jean-Claude Blanc si Jean-Pierre River est remplacé, hein, dans ce cas-là. Je pense plutôt que. Enfin, moi, je me suis quand même posé la question dernièrement. C'est vrai qu'on a un directeur général, un directeur sportif, un président. Il faut voir un petit peu comment ça s'organise parce qu'avant, c'était Julien Fournier qui avait les deux autres casquettes. Voir un petit peu comment ça s'organise. Après, voilà, comme l'a dit Bertino, c'est sûr que Jean-Pierre River a perdu un peu de crédit, je pense, auprès d'Ineos, parce qu'il a quand même poussé pour faire venir Lucien Favre et ça s'est pas du tout bien passé. Donc voilà, c'est sûr que je pense qu'il y a quand même, comme avec Julien Fournier l'été dernier, là, on commence à avoir une différence quand même de vision peut-être aussi entre Jean-Pierre River et Ineos, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sûr qu'on le sent moins présent, on le sent peut-être moins investi. Donc peut-être qu'il sera plutôt, enfin bientôt il sera peut-être même plus président de l'OGC Nice, on verra. Mais c'est vrai qu'en tout cas moi globalement je suis quand même assez perplexe sur le fait qu'il soit quand même moins présent, moins là. Je trouve que pour un président c'est quand même important de prendre la parole. Et c'est vrai que depuis l'année dernière sur certains incidents, il avait pris la parole, depuis il la prend moins, donc peut-être il a plus envie. Mais justement, s'il a moins envie, peut-être qu'il prépare aussi la suite, on verra. Si je peux juste émettre une comparaison par rapport à la situation rencontrée avec Lucien Favre et celle de Jean-Pierre River, c'est Longoria et Tudor l'été dernier, où Tudor arrive à Marseille. On sent que c'est pas un choix qui ravit les supporters, ni même les joueurs. Il tape du poing sur la table et aujourd'hui, il y a une adhésion quasi complète des joueurs et des supporters. Peut-être que effectivement par moment River aurait dû peut-être être un peu plus dans l'interventionnisme. Maintenant, ce choix-là aussi, du moins ce départ de Lucien Favre, c'est aussi la patte de Ghisolfi, hein, il s'en est pas caché lors de la conférence de presse de présentation de Didier Digard. C'est son premier gros mouvement dans le club. Après les venues de Ghislain Dubois, de Laurent Bessière, de Julien Sablé aussi dans le staff. Voilà, grosse décision, lourde de sens pour la communauté on va dire les adorateurs, les fans invétérés de Lucien Favre. Concrètement, comment vous analysez ça aussi? Est-ce que Ghisolfi voilà, ne serait pas tout simplement en train de prendre la main sur le club de l'OGC Nice? Après, c'est un peu dans son rôle aussi de prendre la main sur plein d'aspects dans le club. Moi, je suis quand même plutôt satisfait de ce qu'il fait depuis son arrivée. Et je pense comment dire, quand on a une période un peu meilleure, justement, avant la Coupe du Monde, on a vu qu'il était très présent avec les joueurs. Donc, je pense que les meilleurs résultats n'étaient pas, comment dire, son arrivée n'était pas étrangère à ça. Je suis quand même assez satisfait aussi sur ce qu'il fait pour l'instant sur le mercato. Bon, pour l'instant, il s'occupe surtout des départs. On voit qu'il est quand même présent et pour l'instant, justement, il n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même pas mal d'actes aussi. Moi, c'est ce que j'attends parce que bon, on y reviendra pour la conférence de presse. On a encore eu droit à beaucoup de choses, beaucoup de paroles sur le projet, tout ça. Lui, pour l'instant, il est assez discret, mais pour l'instant, il fait des choses. On voit qu'il travaille. Donc, moi, comment dire, j'ai un bon feeling avec ce qu'il fait pour l'instant. Je commence à avoir assez confiance en ce qu'il fait. Il a fait de très bonnes choses à Lens aussi, il a l'air compétent. Donc, dans son cas, je suis quand même content qu'il soit là. La conférence de presse, je l'ai trouvé assez bonne de sa part. Donc, il a l'air de prendre ses habitudes petit à petit dans le club, de prendre la main sur certains dossiers, ce qui est une très bonne chose. Et j'espère qu'on va voir de plus en plus sa patte et ses compétences. Ghisolfi a répété à de nombreuses reprises, voilà, la base du projet, c'est aussi l'identité. Aujourd'hui, l'OGC Nice se retrouve avec un staff à trois têtes, hein, avec Digard numéro 1, comme je l'ai dit, ancien capitaine de l'OGC Nice, et deux adjoints qui sont aussi des anciens capitaines de l'OGC Nice, en la personne de Julien Sablé et de Fred Gioria. Bertigno, c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait annoncé vis-à-vis aussi de Fabrice Boquet, hein, le nouveau DG, qui met, on va dire, une importance particulière à cette dimension-là dans un projet. Finalement, voilà, c'est aussi les premiers mouvements au travers de choix forts aussi qui rentrent dans cette logique
de projet via aussi l'identité du club. Oui, c'est le rôle d'un directeur sportif, hein, de mettre son empreinte sur le club, de mettre les hommes qu'il a envie en place. Donc ça va dans ce sens-là. Voilà, il a beaucoup insisté sur l'identité qu'il voulait mettre au club, basée sur le passif de certains hommes. Et je trouve ça très intéressant d'avoir cette ligne directrice. Ça fixe ses objectifs, ça amène aussi de la cohérence dans le projet. C'est très important un club qui a une identité, que ce soit par ses supporters ou au niveau sportif. Donc je trouve le choix des hommes cohérent, au moins à court terme. Ça va nous aider à nous remobiliser, à faire cette union sacrée dont on a besoin aujourd'hui, que ce soit les joueurs, les supporters ou les membres du staff. Donc non, des choix cohérents et je suis pas inquiet avec Ghisolfi en tant que directeur sportif. Je pense qu'il a toutes les qualités nécessaires pour nous amener là où il a envie et là où Ineos a envie d'être aussi. Alors Bad Boy nous précise une chose, garder Digard jusqu'à la fin de saison coûterait 500 000 euros d'amende au club, 25 000 euros par match. Alors là par contre on a un détail, alors vous l'avez peut-être les gars, c'est que Sablé a son diplôme. Alors est-ce que du fait qu'il fasse partie du staff fait que on n'aura pas l'amende à payer auprès de la Ligue? Ça je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un détail à prendre en considération aussi. Euh, Par rapport à cette arrivée de Digard, alors va-t-elle durer jusqu'à la fin de saison? Ghisolfi a un peu botté en touche lorsqu'on lui a posé la question. Euh, il a clairement dit que par respect par rapport aux gens en place, il n'allait pas évoquer cette question-là, ce qui peut totalement s'entendre. Jérémy, toi t'en penses quoi? Est-ce que Digard ne serait pas en train d'être challengé aussi pour voir s'il peut avoir les épaules aussi pour terminer la saison? Ou on essaye de partir sur un staff qui peut assurer une transition parfaite pour se laisser le temps aussi de trouver un entraîneur qui pourrait, voilà, peut-être d'ici quelques semaines, voire quelques mois à la limite, intégrer ce staff à merveille. Bah, la première, comment dire, la première option, ils l'ont réfutée en conférence de presse, hein, mais je pense que pour l'instant, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Donc, ils font confiance à ce staff-là. Je pense qu'ils attendent de voir comment ça se passe avec Didier Digard et ses nouveaux adjoints, si on peut dire ça comme ça, Frédéric Joria et Julien Sablé. Je pense qu'ils attendent de voir si ça se passe bien. Et si ça se passe bien, pourquoi pas continuer et s'enlever, on va dire, le poids de chercher un nouvel entraîneur. Après, si ça se passe un petit peu moins bien et qu'ils voient en interne qu'il y a besoin d'avoir vraiment un nouvel entraîneur euh, qui ait beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là, je pense ils vont chercher. Mais je pense que ça va dépendre des résultats des prochaines semaines, pas forcément des résultats de match, mais aussi des résultats des entraînements, de Hmm. comment le groupe vit en interne. Moi, je pense quand même qu'ils ont peut-être pas directement dit comme ça à Didier Digard, mais qu'ils ont fait comprendre que si ça se passait bien, peut-être qu'il allait continuer. Parce qu'on sait que Florent Ghisolfi à Lens avec Frank Hayes, ça s'est passé comme ça, hein. Il a été adjoint et après, au final, il a continué. Enfin, il était adjoint, il a pris la tête de l'équipe première, il a continué. Donc, je pense que c'est quand même une option de dire que si ça se passe bien, le staff mis en place va rester là. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils disent que justement, maintenant, c'est plus qu'un entraîneur tout seul, c'est aussi un staff dans son ensemble. C'est une vision que je trouve assez intéressante. Moderne. Je ne sais pas si c'est la bonne. Voilà, c'est moderne, c'est assez intéressant. Et pourquoi pas à voir ce que ça donne. Bertigno, ton avis là-dessus? Non, bah, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jérémy dans la globalité. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce plan-là. Je pense que voilà, Bisofi, il a un jeu un petit peu de double opposition dans le sens où il met Digard et il le met un petit peu au défi de voir ce qu'il est capable d'amener à cette équipe-là. Il se donne aussi du temps dans la recherche d'un entraîneur plus compétent, plus expérimenté à tête de l'équipe pour la saison prochaine, ou du moins la fin de saison pour préparer la saison prochaine. Mais il laisse la porte ouverte. Si Digard fait du bon travail et arrive à créer quelque chose en cette fin de saison, pourquoi pas continuer. Donc je pense que voilà, il est un peu entre deux chaises et il attend de voir comment évolue la situation dans les prochaines semaines en termes de résultats, de progression au niveau sportif, quoi. En tout cas, moi si je peux juste donner mon avis par rapport à cette partie-là qu'on évoque ensemble,
c'est que Digard, lui, il paraît très serein par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il sait qu'aujourd'hui, il est là. Je pense que pour lui, à son âge, c'est du bonus. Il l'a Mm. dit, c'est un honneur pour lui d'être à cette place-là pour une première expérience en tant que numéro un. Euh, j'ai l'impression que finalement, suivant le comportement de l'équipe, aujourd'hui, la base, ça va être le staff finalement. Le staff et de se dire, on se laisse le temps, suffisamment de temps pour se dire, demain, si on met un entraîneur numéro un, il faut que ce soit un entraîneur surtout qui corresponde un peu au staff en lui-même. Un peu cette impression voilà, de Ouais. consolidation du staff plus que on va chercher absolument un numéro un de classe mondiale. Voilà, alors Oui. il y a des noms qui sont sur le marché. Hein. Je sais que Bertigno serait peut-être pour un entraîneur argentin depuis peu au chômage. Pourquoi pas. Maintenant, le projet, où en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire que là, vous me dites que Digard va peut-être faire 2 mois, comme va peut-être finir la saison, ou va peut-être même continuer dans le temps, on n'en sait rien. Jean-Pierre River l'a dit, hein, il a dit les supporters voient peut-être depuis quelques années que le projet est illisible. Moi, je trouve qu'il est lisible. Le projet est lisible. Alors, tout Jean-Pierre River qu'il est, bon, le choix des mots, il est quand même, je pense, très important. Mais est-ce que pour vous, tout simplement, le projet est lisible, Jérémy? Non, pas totalement. Enfin, ils disent qu'ils ont, enfin, disent que le projet, oui, c'est d'avoir de l'ambition. Alors, au début, c'était de concurrencer le PSG, ce qui est pour l'instant impossible, parce que même des équipes qui nous sont quand même déjà supérieures pour l'instant, je pense à Rennes, Monaco, ils ont des très bonnes équipes, mais ils ne peuvent pas rivaliser sur toute une saison avec le PSG. Pour l'instant, c'est pas possible dans l'état actuel. Non, pour l'instant, c'est pas très lisible. Et en plus, ce qui m'a quand même frappé dans la conférence de presse, c'est qu'à plusieurs reprises, il a répété, oui, donc pour nous, il est lisible. On sait où on va, on sait ce qu'on veut faire. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils savent comment ils vont le faire, en fait? Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs, mais est-ce que tu sais comment les atteindre? C'est ça qui est aussi important. Et c'est ça, en fait, moi, ma question, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que depuis quelques années, quand même, on patauge un petit peu, hein, dans ce projet, on n'avance pas trop. Et justement, parce qu'ils disent, oui, on veut faire ça, on a des ambitions, on veut avoir un projet de jeu comme ça. Mais est-ce que tu as comment dire, les étapes? Est-ce que tu sais comment tu vas y arriver avec les bonnes personnes? Alors là, peut-être qu'avec comment dire, ces nouveaux dirigeants, Fabrice Bocquet, Florent Ghisolfi, j'ai l'impression vraiment que ce sont des personnes compétentes. Leurs arrivées me rassurent. Peut-être que ça va vraiment donner quelque chose de nouveau et qu'on va y arriver. Il y a aussi l'arrivée de Jean-Claude Blanc qui me rassure encore plus parce que c'est quand même un grand nom du foot. Peut-être que ça va donner quelque chose, mais là pour l'instant, des dernières années, le projet n'était pas forcément super lisible parce qu'il y a eu comment dire, un début avec Patrick Vieira où c'était un projet. Après, pour moi, là où c'était lisible à un moment donné, c'est quand il y a eu l'arrivée de Christophe Galtier, où c'était un peu plus lisible, on savait où est-ce qu'on allait et c'était très ambitieux. Après, bon, pour toutes les raisons qui se sont passées l'année dernière, ça n'a pas pu continuer, donc on est reparti sur autre chose. Alors peut-être que eux, oui, ils savent ils savent où aller, mais j'ai l'impression que des fois, voilà, en résumé, est-ce qu'ils savent comment le faire, vraiment, de quelle manière? C'est la question que je me pose, moi, en tout cas. Et sûr que pour l'instant, pour nous, en tout cas, de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, c'est pas super lisible, non. Est-ce que finalement, le Bertigno, le fait d'avoir parlé de projet à outrance, de saison de transition à outrance, finalement, on ne sait pas ce que c'est un projet. Parce que quand on prend un peu de hauteur par rapport aux dernières saisons de l'OGC Nice, finalement, le dernier projet, selon moi, hein, c'est Claude Puel. C'était un entraîneur qui est arrivé en même temps, si je ne dis pas de bêtises, que Jean-Pierre River au club, qui a fait des bonnes saisons, voire des très bonnes saisons, qui a eu des saisons un peu plus compliquées, un peu plus moroses, mais qui a développé sur plusieurs années le club. J'ai aujourd'hui l'impression que le projet, c'est se qualifier tout de suite maintenant en Ligue des Champions alors qu'on est incapable de gagner une équipe de nationale en Coupe de France. Alors là, j'extrapole volontairement, mais l'idée c'est que le projet, euh, c'est surtout se donner la chance et les moyens, comme l'a dit Jérémy, de
de s'améliorer sur tous les points. La formation, on sort plus de jeunes. Sur les résultats, être régulièrement en Europe. Sur l'attractivité dans le jeu, qui nous donnera la possibilité aussi de récupérer d'autres joueurs. Voilà. Il n'y a pas vraiment de questions. Plus toi, Bertigno, voilà le projet. Qu'est-ce que tu attends, toi, du futur projet de l'OGC Nice finalement? Et combien de temps tu donnes, voilà, combien de temps tu donnes à Ghisolfi et Bocquet? Moi déjà, comme tu disais, le projet à l'époque de Claude Puel, c'était très intéressant parce qu'en fait, Claude Puel, il a posé les bases pour permettre à Lucien Favre de performer du mieux possible. Ça s'est fait sur plusieurs années, ce travail, mais ça a porté ses fruits, il y a eu les résultats, et le club s'est développé à tous les niveaux à cette époque-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'Ineos veut aller vite, veut faire les choses très vite, parce qu'ils ont les moyens de le faire et la possibilité de le faire vite, et qu'ils oublient que dans le monde du football, il y a quand même très peu de garanties, il y a beaucoup d'aléas, et on ne maîtrise pas tout. C'est pas comme dans d'autres sports où la performance est plus facilement atteignable. Donc ça, c'est très, très important à prendre en compte. Et moi, j'espère que justement, avec les arrivées de Ghisolfi, de Bocquet, de Monsieur Blanc, on va pouvoir mettre en place un projet avec des moyens, mais pour poser des bases et qu'on se fixe un cap d'ici 3 ans, on va dire, pour jouer la Ligue des Champions, mais pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on fasse un effectif équilibré, qu'on ait des joueurs à développer sur plusieurs saisons, qu'on mise aussi sur la formation pour l'améliorer, parce qu'aujourd'hui, le club ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de chantiers à travailler pour les hommes en place. Mais voilà, c'est des hommes qui sont compétents, qui ont un CV et un historique dans le foot qui est flatteur. Donc j'ai toute confiance en eux. J'ai l'impression que Ineos a enfin compris qu'il va falloir bien s'entourer dans ce monde-là pour réussir. Et j'ai vraiment confiance pour que déjà cette fin de saison, elle permette de poser les bases de la prochaine et que celle-ci ensuite permettra de progresser de saison en saison vers l'excellence. Mieux vaut tard que jamais, finalement. Nono nous dit il semblerait que la vraie saison de transition, c'est cette année. Bah écoute, honnêtement, par rapport au contexte, à l'arrivée récente de Ghisolfi Bocquet, on est clairement là-dedans. Maintenant, on jugera, je pense, cet été des mouvements de l'entraîneur s'il arrive et surtout, on va dire, des résultats parce qu'aujourd'hui, on est aspiré par les places hautes du classement, mais il ne faut pas oublier que on n'est pas loin aussi de la relégation et que cette année, il y a 4 descentes en Ligue 1. N'oublions pas quand même. Messieurs, peut-être juste avant de clôturer un peu cette page importante quand même, un petit moment nostalgique peut-être sur Lucien Favre, parce que bon, on est tous plus ou moins sensibles à Lucien Favre. Je sais que voilà, dans la communauté, il y a des fans invétérés que je ne vais pas citer. Peut-être toi, Bertigno, un match, alors pas cette saison, je me doute, mais un match, un souvenir en particulier avec Favre en tant qu'entraîneur. Moi, je vais en dire deux, un pour un match et un pour une anecdote personnelle. Le premier, je pense, moi, qui m'a le plus marqué, c'est le match contre l'Ajax Amsterdam pour les qualifications à la Ligue des Champions. Et ça, c'était un moment incroyable de vivre un match comme ça avec autant de suspense. Mais en même temps, de tenir tête face à l'Ajax Amsterdam quand tu es l'OGC Nice, c'était quelque chose de très fort à cette époque-là. Tu avais des joueurs de classe, pas forcément connus, mais c'était vraiment très très beau à voir. Et la petite anecdote, moi, c'était pour le dernier match de la saison 2016-2017 contre Angers. J'avais été choisi pour remettre le trophée d'Aiglon du mois à Esseric. Mais du coup, avant le match, je me trouvais sur le banc de touche à côté des joueurs. Et il est venu me serrer la main et il était super sympa. On a pu discuter 2 minutes avant le match avec Lucien Favre. Vraiment quelqu'un de très terre à terre et très sympa, très, très naturel. Et voilà, je pense que c'est très très rare dans le foot aujourd'hui, mais une très belle personne. Jérémy, toi, un souvenir, une anecdote? Ça me fait sourire que tu parles de l'aiglon du match parce que je voulais aussi aborder ça. Enfin, donc je vais faire comme Martinho un match et l'anecdote. Mais en fait, pour l'anecdote, c'est que j'avais aussi pu rendre le trophée à Alassane Plea d'ailleurs. C'était lors de notre victoire contre Caen 4-1, l'avant-dernier match de la saison 2017-2018, il me semble.
Et du coup, en fait, j'avais attendu sur le bord du terrain que les joueurs finissent l'échauffement. Et du coup, Lucien Favre était venu me parler, enfin, était venu pour me dire bonjour, vraiment très très gentil. Donc, on avait pu parler pas longtemps, mais vraiment. Mais il n'était pas obligé de venir me voir, pas obligé de venir me parler. Il était venu me parler et il avait l'air vraiment très très gentil, très aimable. Donc c'était un super moment. Et après, du coup, alors j'hésite entre deux matchs, étant donné que Bertigno a déjà parlé de l'Ajax. Donc je vais me permettre de parler des deux. C'est les deux derbys de de la première année de Lucien Favre. Euh, le 3-2 contre Marseille avec le doublé de Mario Balotelli. Je me rappelle encore vraiment, ce match-là était incroyable avec la frappe de Willian Cyprien à la On fin. remercie encore Johan Pelé pour ce moment. Ouais, franchement, j'en ai les frissons à rien d'en reparler de ce match tellement c'était incroyable, Mm. la victoire à la fin comme ça. Et le 4-0 contre Monaco, bien évidemment. L'époque où on gagnait encore des derbies, parce qu'à un moment donné, on en gagnait des derbies, surtout contre Monaco. Mais non, ce 4-0-là, c'était quelque chose parce qu'en plus, c'est le Monaco qui finit champion en fin de Tout à fait. saison. Ils arrivent et on se dit, bon, est-ce qu'on va y arriver parce qu'ils ont une énorme équipe. Et au final, on fait un début de match où on attend un petit peu, puis après, au fur et à mesure, on rentre dans le match, on gagne 4-0, c'était quand même incroyable. Mm. Franchement, ces deux matchs-là, Mm. c'est un souvenir que je garderai toujours en moi parce que c'est deux matchs quand même qui sont très très spéciaux pour tous les supporters, pour les derbies. Mm. Mais les avoir gagnés de cette manière-là, c'est quelque chose d'unique. Je suis très content que vous l'ayez pas abordé parce que à l'évocation de souvenirs de Lucien Favre, alors on fait un peu les nostalgiques, mais après on reparle du concret. Clairement le match de Paris, mais absolument incroyable. Déjà la qualité des buts, autant celui de Balotelli que celui de Ricardo Pereira, même celui Mm. de Donis est beau. L'ambiance, le stade et anecdote personnelle suivie dans un bar avec un supporter parisien, donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis voilà, il y avait des blessés à cette époque-là. Cyprien était blessé, c'était Cosiello qui jouait au milieu de terrain enfin, je veux dire, Souquet avait fait son trou à arrière droit, Ricardo Pereira jouait un cran plus haut. On avait l'impression que peu importe les joueurs qu'on mettait sur la pelouse, et Seric aussi avait été très très bon sur la deuxième partie de saison lorsqu'il y avait une Mm. avalanche de blessures. Le bilan aussi, enfin je veux dire, cette saison-là était magique. Et battre le Paris Mm. Saint-Germain, offrir limite le titre de champion de France aux voisins Ouais. monégasques, c'était quand même en même temps Mm. plaisant et en même temps un peu triste aussi. Mais bon, Monaco le méritait, hein. Il n'y a pas Mm. doute là-dessus. Largement, ouais. Voilà. Parenthèse fermée, on sèche nos larmes, hein, les Kleenex sont sortis. On parle du vrai foot, du vrai OGC Nice. Euh, Petite page mercato, peut-être, messieurs. Voilà, la petite transition. Quelques informations à vous transmettre. Aujourd'hui, déjà, peut-être Mario Lemina, une nouvelle offre qui a été communiquée par les Wolves de Wolverhampton. Troisième, quatrième offre, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est, aux alentours de 10 millions d'euros, d'après Foot Mercato. Bon, concrètement, Lemina, alors on va pas refaire l'histoire, qui avait été mis un peu dehors cet été, finalement rattrapé au dernier moment par Lucien Favre, qui est devenu un des hommes forts du collectif, une des rares satisfactions avec JC Todibo. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Comment vous voyez ce mercato hivernal là? Le joueur peut prétendre peut-être à mieux sportivement, quoique rejoindre aujourd'hui Wolverhampton en PL, c'est peut-être pas forcément la meilleure option, mais moi je vois ça surtout comme une difficulté supplémentaire dans un mercato déjà incertain. Est-ce que tu partages cet avis-là, Jérémy? Ah oui, là, on se rajoute un dossier compliqué. Après, voilà, comme tu l'as dit, je pense il peut viser un petit peu plus haut et je comprendrais si lui a le désir de partir. Ça, je ne sais pas, mais si lui a le désir de partir, je le comprendrais aussi au vu des difficultés du moment. Après, s'il part, moi, je suis quand même un petit peu inquiet parce que le remplacer un joueur de son calibre sur un mercato d'hiver, c'est quand même pas forcément évident. Sachant qu'on a d'autres dossiers, surtout le dossier du latéral gauche qui est très important. Donc je suis quand même inquiet sur ce dossier Mario Limina. Peut-être que là, avec
ce changement d'entraîneur, ça va changer quelque chose à voir. Mais j'espère qu'il va pouvoir rester avec nous, j'espère qu'il va pouvoir continuer, parce que comme tu l'as rappelé, c'est quand même un des trois joueurs, moi, que je retiens toujours quand on fait les débriefs d'Avantinissa, hein, c'est Lemina, Todibo, Dante, hein, généralement, c'est toujours les trois mêmes qui reviennent. Il fait toujours ses matchs. Là, même s'il n'est pas en instance de départ, mais même s'il y a des rumeurs, il joue et il continue quand même à avoir son niveau. Donc j'espère qu'il va rester, parce que je pense qu'il est important sur le terrain et en dehors aussi. Parce qu'il avait quand même, justement, il avait pris la parole avec Dante à un moment donné, en début de saison, pour essayer de réveiller un petit peu le groupe. J'espère qu'il va rester, honnêtement, parce que son départ nous ferait quand même très très mal. Bertigno, un départ de Lemina, concrètement au mercato hivernal, c'est pas optimal. Il y a quand même des échéances cette année. Euh, on n'est pas encore mort, j'ai envie de dire, pour la course à l'Europe, même si c'est extrêmement mal engagé, on le sait. Il y a quand même un huitième de finale de Conference League à jouer. Aujourd'hui, si t'as pas la garantie de remplacer Limina par un joueur aussi bon, voire meilleur, euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, les Wolves arrivent, proposent 10 millions d'euros, est-ce que l'OGC Nice a une raison d'accepter en se disant peut-être que à l'âge du joueur, ils pourront difficilement le vendre mieux? Ouais, moi, il y a une raison toute trouvée. C'est Foot Mercato a révélé qu'on était intéressé par Ryan Aït-Nouri, qui joue au Wolverhampton. Donc, si ce transfert-là peut permettre de faciliter l'arrivée de Ryan Aït-Nouri, c'est une possibilité qu'il y a à prendre en compte, parce que à part ça, sur le plan sportif, c'est un leader aussi dans le vestiaire. Donc, il y a aucune raison, on va dire, en pleine saison pour pousser à un départ de Mario Lemina, vu son impact dans le jeu. Mais voilà, oui, peut-être que l'OGC Nice utilise aussi cet intérêt de Wolverhampton pour Lemina comme monnaie d'échange pour Ryan Aït-Nouri. Après, c'est une supposition, hein, je sais pas, mais c'est Effectivement, déjà une supposition que j'aimais. tu fais un lien intéressant parce que au-delà de l'intérêt des Wolves sur Mario Limina, effectivement, il y a toujours cette volonté de l'OGC Nice de rapatrier l'ancien Angevin Ryan Nouri. Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux deals? Même si c'est pas explicite, on peut se douter que quand même ça doit discuter énormément. Voilà, adviendra que pourra, comme on dit. Et puis, on a besoin, je pense, d'avoir des garanties dans le jeu. Et ça, je le répète, je le martèle depuis un certain nombre de semaines. Aujourd'hui, on a zéro garantie dans le jeu. Ou alors, notre défense centrale et Mario Lemina lorsqu'il n'est pas blessé. Le reste, pour l'instant, c'était trop, trop frêle, pas Irrégulier. trop irrégulier exactement. On sait qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement talentueux dans cette équipe. Lorsqu'on regarde le papier, on se demande comment l'OGC Nice peut être à une 11e place. Maintenant, voilà, il faut une cohérence dans le jeu, dans les consignes, dans tout ce qu'on a pu évoquer déjà dans cette émission. Deuxième information, là c'est quasiment une officialisation, c'est le départ de Lucas Daconia en Italie, en Série B. Alors, c'est Maxime Tillet d'RMC qui fait état d'un transfert sec de l'ailier français. Alors, on va pas, enfin, on peut effectivement rappeler le passif de Lucas Dacunia avec l'OGC Nice. Il devait partir l'été dernier du côté de Lorient. Ça s'est pas fait pour une histoire de. C'est quoi? C'est une histoire de papier, une histoire de timing? Est-ce que c'est une Ouais, histoire de fax encore? Est-ce que. c'est une histoire de papier et de Quelque chose comme timing. ça. Tu dis Bertigno? Une histoire de papier, de timing, en Ouais. deadline du mercato, ça s'est joué à quelques minutes. Quoi qu'il en soit, Dacunia n'a pas joué en compétition officielle depuis 6 mois. Il avait été prêté l'année dernière sur la deuxième partie de saison à Clermont, ça s'était plutôt bien passé. Clermont n'était pas contre le fait de le récupérer par un transfert sec. Bon, un joueur qui est encore jeune, qui a encore du potentiel, on l'a vu sur ses quelques entrées avec Galtier. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Du temps de jeu, de se développer, et puis de jouer en première ligue dans 3 ans. C'est ça, Jérémy?
Ouais, du temps de jeu surtout, hein. Moi, je reste un petit peu pas sur ma faim parce qu'il avait pas non plus apporté énormément, mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire avec Lucas Daconia. Euh, de là, de l'avoir mis complètement de côté pendant tout ce temps, c'est quand même un peu étrange. Après, bon, on savait que voilà, dans l'état actuel, il allait partir. Au moins, voilà, ça, comme à l'instar de Mats Beck Sorensen, ça fait un départ qui devait être fait, qui est acté. Donc au moins, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Et justement, quand je parlais des départs que gérait Florent Ghisolfi tout à l'heure, je pensais aussi à celui-là. Au moins, c'est une chose de faite. Après, voilà, j'espère qu'il va pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu en Italie, à Com. Du coup, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner des matchs là-bas pour se développer et justement gagner en expérience pour après prétendre à encore de meilleurs clubs. Donc, j'espère pour lui que ça va bien se passer, mais ça nous fait un dossier de moins à gérer pour nous en tout cas. Bertigno, Jérémy parlait d'un dossier supplémentaire géré par Ghisolfi, Dacunia, Sorensen, Dolberg. J'en oublie sans doute Bambou. Bambou, oui, ah oui, bah, c'est normal que c'est clairement normal que je l'ai oublié. Genre de joueur, tu dis ah putain Bambou à l'OGC Nice, ah oui c'est vrai qu'on a un joueur qui s'appelle Bambou. Euh, Finalement c'est assez efficace, on est le 10 janvier, ça rééquilibre un peu aussi l'effectif avec beaucoup de joueurs sous contrat. Bon, on est dans une logique aussi d'optimisation optimisation aussi salariale. Un petit mot peut-être sur Dacunia, Bertigno. Ouais, bah, Dacunia, c'est un joueur qu'on a recruté en post-formation et qui, sous Galtier, a montré quand même quelques bonnes choses, même si c'était, on va dire, pas exceptionnel par rapport à d'autres joueurs, mais c'était voilà, un bon petit jeune qui a su répondre présent quand on a fait appel à lui globalement. Et c'est vrai que la gestion de son cas l'été dernier, et même globalement depuis le départ de Galtier, ça a été un petit peu un mystère. Et c'est encore un joueur qu'on prend en post-formation et qu'on ne développe pas comme il le faut. Je pense à Deji Sotona qu'on avait recruté aussi, qui a disparu. Donc voilà, ça c'est un point aussi d'amélioration dans le recrutement et j'espère que Maggie Zolfi va aider à mieux développer ce type de joueurs en leur proposant un projet très clair et une voie d'évolution. Alors, tu l'as dit, ça a été également rappelé dans la conférence de presse de présentation cet après-midi. C'est River qui l'a dit d'ailleurs, cette volonté aussi de développer les jeunes, ça fait partie des axes de progression de l'OGC Nice et d'Ineos. Alors on verra dans le temps par rapport aussi au développement du centre de formation, parce que la source, le vivier, il est en interne normalement, par le scouting, par rapport enfin, au développement, au niveau aussi de la réserve, des U19, des U17. Bref, des axes de progression diverses aussi au sein de l'OGC Nice. On a une question sur le chat de Mon Avion qui nous dit: Bonsoir, depuis le début de saison, je défends l'idée de jouer avec un milieu à 3. J'aimerais eh bien connaître vos idées. Alors là, on- on sort un peu de la rubrique Mercato, mais on peut s'autoriser ça. Bertigno, toi, par rapport à ton. Demain, tu. Ok. Demain, tu dois gérer la tactique de l'OGC Nice. Tu dois faire ta feuille de match pour le match de Montpellier. Tu mets quel dispositif? Je mets un 4-3-3 avec Limina en 6 en pointe basse, Boudaoui et Thuram en relayeur avec un Thuram un petit peu plus haut pour profiter de ses percées balles au pied et le délester de certaines tâches défensives. Je pense que Diop à gauche, Pépé à droite, ça me paraît pas déconnant. Et devant, bon, il y a Laborde, mais j'aimerais une recrue, un attaquant un petit peu plus complet dans le jeu, on va dire. Mais Laborde, c'est un des seuls buteurs qu'on a. Après, il y a Delors qui est là aussi, mais avec est-ce qu'il est en forme? Il n'a pas joué depuis un mois. Bon, Hmm. c'est un peu plus discutable. Mais oui, un milieu à 3 ça me paraît intéressant quand tu vois la qualité qu'on a dans ce secteur-là. Jérémy, partisan aussi d'un milieu à 3. Oui, tout à fait. Sur Football Manager, avec Nice, je joue en 4-3-3. Donc, non, non, mais ouais, plus 4-2-3-1 ici. sérieusement, ouais, c'est comment dire, c'est pour moi le ou un des schémas qui correspond le mieux pour l'instant à l'effectif actuellement. Bah, le milieu à 3 qu'a dit Bertigno, le même, hein, Limina, Boudaoui, Thuram, pour moi, tu mets un milieu à 3 avec Boudaoui, Thuram en 8 comme ça, c'est là où Boudaoui, Thuram vont faire
vont faire comment dire, vont faire du mieux possible. Enfin, c'est là où ils vont être le meilleur pour moi, je pense. Donc non, moi je le dis souvent dans Antinissa d'ailleurs. À chaque fois, je dis pourquoi on joue pas à 3, pourquoi on met pas Thuram dans un milieu à 3. J'espère que ça va être peut-être une des modifications avec Didi Digard, hein, à voir, parce qu'à son époque, on jouait en 4-3-3 et c'était la sentinelle. Donc on verra. Mais oui, j'aimerais bien qu'on retourne, qu'on se dirige vers ce 4-3-3 qui est vraiment une très bonne solution, je trouve. Alors, je vais également donner mon avis par rapport au milieu à 3 qui finalement a plus ou moins donné satisfaction à chaque fois qu'il a été aligné cette année, je trouve, et surtout qui permet, comme l'a dit Bertigno, là c'est très important, de libérer Thuram afin que on exploite ses qualités. Pour moi, Thuram, c'est un milieu plus à caractère offensif que défensif. Et là, jouer à un double pivot, que ce soit dans un 4-2-3-1, que ce soit en 3-4-3, ça le dénature complètement. Alors certes, ça le fait travailler d'autres registres de son jeu, mais tu n'exploites pas le plein potentiel de ce joueur-là, qui est justement de la percussion, qui est du jeu dans les espaces, même des qualités on va dire de tir, même s'il tire peu de loin, mais il est quand même adroit, je trouve, devant le but. Donc à voir les choix de Digard. On va en parler tout à l'heure aussi, dans la dernière partie, plus par rapport à la projection du match de demain soir. Parce que oui, il y a un match demain soir. On oublierait même que le foot eh bien, a repris ses droits, tant l'actualité est grande. Retour au mercato, on a parlé de Dacunia. Une autre information qui a été également donnée par Foot Mercato, c'est au sujet de Hicham Boudaoui, que vous voyez tous les deux dans un milieu à 3, qui est en fin de contrat en juin 2024, donc il lui reste un an et demi, et qui serait donc du coup eh bien, en cours de négociation pour éventuellement prolonger. Alors Hicham Boudaoui, c'est on va dire un des joueurs, je pense, je vais pas dire les plus clivants de la communauté, mais en tout cas qui, je pense, a fait fermer beaucoup de bouches cette année, dont la mienne, je dois le reconnaître. Mais honnêtement, voilà, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis déjà, petit un. Et puis petit 2, quand il est à 100%, comme ça, il n'y a rien à dire, messieurs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la prolongation, elle est pour l'instant méritée. Maintenant, si il est prolongé demain et qu'il se pète jusqu'à la fin de saison, voilà, le problème éternel autour du Hicham Boudaoui par rapport à sa condition, pas à sa condition physique, mais plutôt à sa fragilité physique, fait que voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Peut-être un mot, Jérémy, sur Boudaoui. Ah, c'est le petit bémol, hein, le fait qu'il se blesse de temps en temps. D'ailleurs, il est dans le groupe demain, ça me fait plaisir. J'avais peur que sa blessure soit un peu plus longue. Mais Florent Ghisolfi en avait parlé lors de sa première interview à Nice Matin pendant le stage à Marbella. Il avait dit que justement c'était un dossier sur lequel il allait se mettre. Justement, c'est bien. C'est un joueur justement qu'il faut prolonger. C'est un joueur sur lequel on peut bâtir quelque chose aussi. Je pense à lui, à Jean-Claire Todibo. Moi aussi, j'avais un peu ce doute-là en début de saison parce que c'est un joueur qui progressait pas beaucoup, même si des fois il faisait de quelques très bons matchs. Il était un petit peu en dents de scie, il montrait pas beaucoup de choses. Je trouve que cette année, il a montré quand même beaucoup de choses. On a vu, il a fait d'excellents matchs. Quand il était là, quand il est là, ça va quand même beaucoup mieux. On a vu notamment à Rennes, hein, où il était pas là. S'il était là à Rennes, je sais plus. Non, il était malade à Rennes. Voilà, bon, c'était une catastrophe au milieu de terrain sans lui. Donc non, voilà, c'était très compliqué. Il y a eu un match à Rennes. Il est très. Oui, je crois, oui, je sais plus. Avec une seule équipe. Mais... Hein, ouais, voilà. Ils ont joué avec maillot domicile, maillot extérieur, c'était 11 contre 11. Non, mais du coup, ouais, il y avait, il est très important. Il faut le prolonger, je pense, pour bâtir quelque chose avec lui. Après, voilà, j'ai un petit peu peur de sa fragilité physique, comme tu l'as dit. Moi, c'était mon petit doute. Je l'ai toujours, ce petit doute, même si je trouve qu'il a progressé dans le jeu. Et je trouve qu'il prend un peu plus de responsabilité aussi. On le voit quand même beaucoup plus sur le terrain. Il est un peu moins en mode je suis le jeune timide qui ose pas trop. Je trouve que là, même sur le terrain, il a plus de volume de jeu, il va vers l'avant, il se pose pas de questions. Il est un peu plus mature peut-être dans son jeu aussi. Donc non, il a montré des progrès cette année, donc je pense qu'il faut le prolonger. Ouais. Bertigno, est-ce que le court passage de Favre a pu aussi montrer aux yeux de beaucoup, dont moi,
l'intelligence de jeu dont a pu faire preuve Hicham Boudaoui parce que, à titre personnel, bon, c'est compliqué dans son 4-4-2 l'année dernière avec Galtier de pouvoir réellement voir son impact. Mais alors, quand il est au four et au moulin, autant défensivement qu'offensivement, qu'il arrive à renouveler les courses. C'était quel match où il avait fait 13 km? C'était Lens, je crois, où il avait Mm. fait environ 13 km. Peut-être, j'ai envie de parler, pas de surprise, mais tu vois, de confirmation finalement. Tu vois, une saison de confirmation pour l'instant pour Boudaoui. Ouais, mais de toute façon, Boudaoui, depuis qu'il est arrivé, je le disais déjà avant, il démarre la saison pas dans la peau d'un titulaire et au fur et à mesure, mais en fait, on se rend compte qu'il a un impact énorme sur le jeu de l'équipe, quel que soit l'entraîneur. Même si techniquement, sous Galtier, c'était pas parfait, dans l'équilibre défensif et offensif, c'était très intéressant dans les transitions. Donc, non, c'est un joueur fiable, un joueur de collectif sur qui tu peux compter. Tu sais qu'il fera les efforts, tu sais qu'il va se battre pour ses partenaires, et ça, c'est vraiment très, très important d'avoir des joueurs comme ça dans l'effectif. Donc, je trouve que le fait d'aborder sa prolongation, c'est tout à fait légitime. Je vois pas de mal à ça. Et voilà, il y a peut-être le problème des blessures qui est un peu récurrent de son côté, mais ça peut se travailler aussi, même s'il y a une part de naturel. Donc, non, très content de cette nouvelle-là, et je pense que c'est un joueur sur qui on doit compter. Très bien. On parlait justement du retour de Boudaoui dans le groupe. Ça nous permet d'enchaîner sur l'annonce du club par rapport au groupe prévu pour demain. Alors, pas mal d'informations déjà sur les absents. Joey Bryan out, Rarechilier out, Viti out. Donc, on n'a pas plus d'informations que ça. Est-ce que ce sont des joueurs qui vont jouer avec la réserve? Est-ce que ce sont des choix du coach? Tout simplement, ils vont pas jouer du tout. Euh, Moi, je trouve que franchement, enfin, le choix moi qui m'étonne le plus, c'est Mattia Vitti. Parce que en termes de profondeur de banc derrière, il y a Todibo, il y a Dante, il y a Mendy, il y a éventuellement Rosario aussi qui peut jouer défenseur central. Ah ben je lâcherai pas, hein. Pour moi c'est son poste, mais bon, enfin, ça c'est un autre débat. Mm. Euh, Concrètement, à votre avis par rapport... alors Brian, à la limite on le met peut-être de côté, on se dit que c'est un prêt sans option d'achat, qui a pas forcément on va dire comment dire, d'intérêt dans le projet à court moyen terme. Mais alors Ilie Viti, c'est quoi selon vous? C'est manque de performance, manque d'investissement? Il n'y a pas de communication du club, donc là c'est supposition fois 1000, hein. C'est c'est dur à dire, ouais, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, c'était que justement, c'était les deux joueurs qui avaient été justement voulus par Lucien Favre apparemment lors du mercato d'été. Donc je me dis, c'est comme par hasard, ils sont pas là. Quelque part, c'est pas que ça m'inquiète un peu, mais je trouve ça dommage parce que surtout Mattia Vitti, sur les quelques matchs qu'il avait fait, on avait justement tout de suite de bons retours sur ces matchs, hein. Il avait quand même fait ses matchs à chaque fois, il avait l'air quand même solide, plutôt bon dans la relance, il faisait pas d'erreur. Puis bon, il a un peu disparu des radars. On sait qu'il était un petit peu blessé, mais on l'a pas trop vu après. Il y est, bon, pour moi, c'est une énigme, hein. Il a bien commencé la saison sans être incroyable. Il a quand même montré quelques petites choses intéressantes pour un joueur qui venait de son championnat, qui faisait justement un grand écart, hein, qui arrivait en France à 19 ans. C'était quand même dur pour lui. Dans ces conditions-là, il montrait des choses intéressantes. Là, on le voit plus du tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Justement, comme disait Bertino, ça fait un peu partie des jeunes aussi qu'on prend, mais qu'on développe pas trop. Je trouve ça dommage parce qu'il avait montré de belles qualités. Donc ça, ouais, pour ces deux joueurs-là, c'est un petit peu. Je me pose la question et surtout, ouais, comme tu dis, pour Viti, le problème c'est que voilà, on a Dante Todibo en charnière centrale. On sait que voilà, Rosario, je suis d'accord avec toi, est meilleur aussi en défense centrale. On sait qu'Anton Mendy peut jouer en défense centrale aussi, mais c'est pas voilà, ce sera du dépannage. Donc je suis un peu circonspect. Je pense il y a aussi d'autres choix, moi, qui me plaisent, hein. Il y a le fait qu'il y a enfin Buonanni dans le groupe et on espère le voir jouer. Il y a bon, Diop qui est là aussi, Ramsey qui est de retour aussi. Bon, c'est pas que ça me ravit
au vu des dernières, comment dire, des Pas dernières rumeurs le d'informations. concernant, mais Pas voilà, pas d'informations. d'informations. Ça, c'est Il y a vraiment quelque le, chose qui est valable ouais, sur beaucoup de sujets, c'est que on sait ouais, pas. c'est dommage, pas de On sait pas. communication et le retour de Delors aussi, bon, un autre sujet, On y mais bon, vient. On y vient. on verra. Sujet un peu enflammé, mais Bertigno, Viti recruté une douzaine de millions d'euros. Ilié recruté 5 millions d'euros. Transfert le plus gros transfert du. Alors, je sais pas si c'est du championnat roumain ou de son club dont j'ai oublié le nom. Rapide Bucarest, Herbie peut-être. Bucarest, ouais, je crois. Ouais. Je crois que c'était ça. Alors, est-ce que c'est pas aussi. Alors, j'ai pas envie de parler de message subliminal, mais concrètement, Lucien Favre voulait ces deux joueurs. Premier groupe de Digard, il ne les prend pas. J'ai pas envie de croire que c'est un message, mais finalement, voilà, Digard a peut-être aussi envie de mettre la main sur son groupe et de rehausser peut-être l'exigence ou quoi, concrètement. Ouais, c'est bon. Si c'est un message subliminal, je pense que ce serait assez grave de s'en prendre à des joueurs, de les écarter parce que Lucien Favre les avait voulu. Euh, je pense qu'on n'est pas dans ce système-là. Maintenant, c'est vrai que c'est des jeunes joueurs qui viennent de l'étranger, donc en termes d'adaptation, ils ont peut-être besoin aussi de prendre un petit peu le pouls de ce que veut Didier Tigard pour son groupe. Donc il les considère peut-être pas prêts aujourd'hui pour ce que lui attend. Après, c'est vrai que ça reste un choix quand même très étonnant sur deux postes où on n'a pas forcément de profondeur, de te priver de ces jeunes-là. C'est assez surprenant et bon, après, il y a quand même des paramètres qu'on ne connaît pas. C'est l'attitude aux entraînements, l'attitude générale. Peut-être qu'ils sont absents pour d'autres raisons. On ne connaît pas les raisons et le club ne communique pas. Donc au final, c'est quand même difficile, hein. Il n'y a que des suppositions. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même étrange. C'est vrai que c'est étrange et c'est à surveiller sur les matchs qui suivront. Nono nous dit quelque chose d'assez pertinent. Ils ont simplement dû faire des choix, ils veulent prendre plus de joueurs à vocation offensive. Alors, ça peut s'entendre aussi. Buonanni qui est pris dans le groupe. Alors, je ne sais pas s'il y a une limite du nombre de joueurs dans les groupes. Euh, Possible, je crois que c'est en Coupe d'Europe où il y a une autorisation de quelques joueurs supplémentaires. Ça, c'est le joueur de longue date d'FM qui vous parle. Maintenant, ouais, étonnant Viti, parce que tu prends Mendy, tu ne prends pas Viti, bon, c'est quand même étonnant. Non pas que Mendy ne mérite pas sa place dans le groupe, mais Viti, par rapport à l'investissement, par rapport à ce qu'on a déjà vu, mérite aussi peut-être d'y être. Peut-être qu'à l'instant T aussi, il n'est pas suffisamment, on va dire, au top et prêt à avoir des minutes. Dans les joueurs dans le groupe, donc tu as parlé de Ramsey, Jérémy, tu as parlé de Buonanni, et ça fait plaisir de voir Buonanni qui a montré en l'espace de 4 minutes contre le Puy Foot qu'il avait peut-être un peu de niveau pour intégrer l'équipe première. C'est Andy Delors. Andy Delors qui, juste avant le match de Lens, durant la trêve, voilà, fait passer des messages via Nice Matin, une promesse non tenue, 10 minutes quelconque contre Lens, n'est pas dans le groupe contre Rennes, n'est pas dans le groupe contre Le Puy, fait des tweets à la mi-temps. Bref, un désintérêt et une cassure qui semblait du moins prononcée, finalement réintégrée. Bertigno, tu nous l'as dit en off, tu veux peut-être nous le dire en live maintenant, ton avis sur la situation de Delors. Pour toi, est-ce que l'arrivée de Digard, déjà, va-t-elle peut-être rebattre les cartes sur sa position à l'OGC Nice? Ouais, parce que bon, il avait l'air d'être. Enfin, il est même toujours sur le départ, on va dire, mais on avait le sentiment qu'il ne voulait tout simplement plus jouer sous Favre, ou au moins qu'il y avait une cassure entre les deux hommes. Aujourd'hui, Favre est parti, Digard le convoque dans le groupe. Est-ce que c'est un message de Digard pour dire bah, écoute, je compte sur toi, tu es quelqu'un d'important dans l'effectif et on a besoin de toi pour gagner des matchs? Euh, c'est difficile à dire, hein, d'un point de vue extérieur. En tout cas, c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est quand même assez dommageable pour un club comme le GC Nice, hein, d'avoir un joueur qui ne participe plus au match, qui est en désaccord avec son entraîneur, puis qui revient quand il y a eu le changement. Bon, ça peut porter à confusion.
c'est maladroit au mieux, on va dire, de sa part. Maintenant, c'est pas parce qu'il est dans le groupe pour le match de demain qu'il ne partira pas avant la fin du mercato. Ça ne veut rien dire. On a vu encore aujourd'hui que Nantes, je crois, est intéressé. Donc, euh, donc voilà. Sa convocation, c'est pas une fin en soi sur son cas. Tout est possible pour lui, je pense. Et en tout cas, Digard fait passer le message qui compte sur lui. Effectivement, tu parlais de l'intérêt du FC Nantes. Alors, c'est un média turc qui faisait état d'un accord ou d'un intérêt de Beşiktaş entre Andy Delors et le club Stambouliote, qui parlait justement de éventuellement une arrivée au FC Nantes. Bon, aujourd'hui, voir Andy Delors arriver au FC Nantes, avec tout le respect que j'ai pour le FC Nantes, ça paraît quand même difficilement envisageable. Jérémy, concrètement, Andy Delors réintégré dans le groupe, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie déjà, ça signifie peut-être qu'il y avait déjà une cassure avec Lucien Favre, mais est-ce qu'on ne serait pas aussi en attente d'une communication, d'une explication de cette situation? Parce que tout Andy Delors qu'il est, tout, tout le positif qu'il a pu nous apporter l'année dernière, surtout, ben voilà, c'est l'un des plus gros salaires du club, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés au haut niveau qu'on ait. C'est censé être un exemple, un modèle. Et là, le comportement qu'il a eu ces dernières semaines et le silence dont il fait preuve ces derniers jours, il est pas top, pour rester poli. Ouais, j'étais très déçu par son comportement, notamment ce week-end là, pendant le match contre Le Puy. Alors après, c'est pas une coïncidence hein, pour moi aussi qu'il soit réintégré dans le groupe, hein. Comme par hasard, Lucien Favre s'en va, il est de retour dans le groupe, donc je pense qu'il y a quand même une relation entre les deux. Il y avait une cassure avec Lucien Favre, malheureusement, je pense. Après, là, qu'il soit réintégré dans le groupe, ça m'étonne un peu quand même. Je pensais pas au vu de ce qui s'est passé les derniers temps. Et moi, c'est pas que j'ai pas envie de le voir demain rentrer en jeu, hein, mais ça me dérangerait un petit peu d'un côté parce que ça veut dire que le comportement qu'il a eu, notamment ce week-end, ça veut dire qu'on le tolère en fait. Et moi, ça me dérange parce que c'est pas, pour moi, c'est pas acceptable et ça se voit dans le milieu du foot de plus en plus et ça me dérange beaucoup de voir des joueurs comme ça qui décident, oh ben, moi, j'ai pas été augmenté, du coup, en gros, je travaille pas, quoi. Bah ouais, mais ça se passe pas comme ça, la vie, quoi. Donc ok, tu peux être déçu parce que t'as pas eu ton augmentation ou je ne sais quoi. Apparemment, il a eu comment dire, une promesse d'augmentation, de revalorisation de contrat. Bon, apparemment, ça a pas été le cas. Je comprends sa déception. Après, je veux dire, ça va. Tu as un salaire, tu es payé, tu fais ton métier aussi. C'est peut-être simple, hein, mais c'est comme ça que ça se passe normalement. Alors, t'as pas à ne pas jouer, à ne pas faire ton match parce que t'as pas envie, hein. C'est ça, pour moi, c'est pas possible. C'est un manque de respect au club. Donc, il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont partis dernièrement, pour moi, qui ont manqué de respect, au club vis-à-vis de leurs prestations avant de partir. Et là, bon, même, il n'a pas fait de prestations vu qu'il n'a pas joué. Mais voilà, moi, ce cas-là me dérange un peu. Après, si lui, de lui-même, s'excuse auprès des supporters de ce qui s'est passé, comment dire, j'accepterai peut-être hein, moi, les excuses et ça ira peut-être mieux parce que c'est un joueur que, comment dire, j'étais très content qu'il vienne l'année dernière. C'est grâce à lui qu'on se qualifie en Coupe d'Europe, hein. L'année dernière, en seconde partie saison, sans lui, sans Jean-Claire Todibo et sans Kefren Thuram, on ne serait pas en Conference League, donc je l'oublie pas. Et je le remercie pour ça, parce qu'il a fait une très belle saison. Il a apporté du caractère à l'équipe. Mais pour moi, le comportement qu'il a eu quand tu as son expérience et que tu es censé être un cadre de l'équipe, c'est pas possible, quoi. Donc je suis quand même très déçu. Je suis quand même tombé de haut avec ce qui s'est passé. Je m'y attendais pas. Voilà. Enfin, j'espère que la situation va se régler. Surtout, j'aimerais qu'il présente quand même des excuses auprès des supporters, surtout. Alors, il y a Badjos que je salue qui nous dit il a toujours été comme ça, on est trop romantique, on pensait qu'il allait être différent, mais non, on a un public qui demande que ça d'aimer d'aduler un joueur. Finalement, est-ce que on ne serait pas tout simplement déçu du joueur Bertigno plus que finalement surpris? Oui, c'est une déception sur, on va dire, la fin de l'histoire ou la fin potentielle de l'histoire.
C'est-à-dire que c'est un joueur qui nous a beaucoup donné la saison dernière, qui a créé une vraie relation avec le public et les supporters. Donc c'est quelque chose d'important dans un club de foot, ces relations-là. Et le fait que ça se finisse comme ça, qu'il y ait des désaccords, on va dire des caprices, pour illustrer la chose, c'est dommage. C'est dommage et on aurait aimé, par exemple, qu'ils partent sous les applaudissements, sous le respect, en ayant mis tout le monde d'accord jusqu'au bout. Après, ça n'empêche qu'on n'oublie pas ce qui nous a amené. Comme a dit Jérémy, il nous a ramené en Europa Conference League. Donc, bravo à lui et merci à lui pour ce qu'il a fait chez nous la saison dernière. Maintenant, voilà, l'histoire aurait pu se finir autrement, ou du moins évoluer différemment. Messieurs, demain, comme je l'ai dit avant, il y aura également les retrouvailles entre Andy Delors et le Montpellier Hero Sporting Club. Euh, Didier Digard n'a pas dit grand-chose par rapport, on va dire, à son dispositif. Il a quand même dit, on va dire, des choses intéressantes par rapport à ce qu'il demanderait à ses joueurs, du dynamisme, de l'ambition, de la possession du ballon, du plaisir et surtout de l'unité. Euh, je trouve que ce terme unité, il n'est pas anodin, parce qu'on a parlé beaucoup de la cohésion d'équipe ces dernières semaines, ces derniers mois. Et lorsque Didier Digard, qui connaît le club depuis un certain temps, parle d'unité en arrivant, à mon avis, je suis pas, j'ai pas d'infos, mais il y a eu, à mon sens, des moments compliqués, peut-être même avant le retour de Lucien Favre, hein, sûrement, après tout ce qu'on a pu attendre. Concrètement, demain, voilà, vous arrivez, enfin, voilà, vous arrivez au stade, vous voulez voir une équipe alignée. Alors, on a parlé du 4-3-3, partons sur un 4-3-3, très bien. Euh, Ça parle beaucoup d'un 4-2-2-2 dans le chat. Alors, je suppose 2-8, 2 ailiers et 2 attaquants. Messieurs, concrètement, plusieurs questions déjà. Jérémy, les joueurs en qui tu fais confiance demain et tes attentes dans le jeu. On va pas s'attendre à ce que l'équipe change radicalement du jour au lendemain. On va pas avoir du hurrah football, comme on dit, hein. Mais déjà, peut-être voir de l'intensité, voir de la volonté et une victoire, même à l'arraché, quelque chose qui puisse nous alimenter un peu en confiance, quoi. Ouais, bon après, voilà, si ça tenait qu'à moi, comme on l'a dit, un petit 4-3-3, j'aimerais bien revoir Lotomba à gauche et Antoine Mendy à droite, pourquoi pas, avec Dante et Todibo bien sûr dans l'axe, hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop d'autres choix dans le groupe, mais de toute façon, c'est eux qui font la charnière. Et après, voilà, milieu à 3, Lemina, Thuram, Boudaoui. Bon, je pense que Boudaoui est un petit peu court, donc peut-être voir Barclay qui pas monte en puissance, mais qui a montré des petites choses, on va dire, sur les derniers matchs. Donc ces trois-là. Et revoir Barclay, je pense, dans l'axe, ça va l'aider aussi à montrer des choses parce que je pense que c'est quand même plus un joueur d'axe. Et après, devant, Laborde, Diop, Pépé, pour moi, je pense que ça serait pas mal, cette équipe-là. Après, voilà, bien sûr, une victoire, mais moi, ce que j'attends demain, c'est déjà. Juste, je On je a te trop coupe, peu je te parlé coupe, de. Jérémy. Ouais. Dans ton dispositif, tu mets Laborde sur un côté ou Delors? Non, pour moi, Delorme, pas titulaire. C'est Laborde, Pépé et Diop, pour moi. Ah oui, d'accord, j'ai compris Ouais. Delors, excuse-moi. Non, non, pour moi, Laborde, de toute façon, en plus, Andy Delors revient de blessure et de, comment dire, d'un moment où il n'a pas vraiment joué, à part en préparation, donc je pense pas qu'il soit à 100%. Mais voilà, un trio offensif, Laborde, Pépé de Diop, ça me semble bien. Et après, voilà, on a trop peu parlé de foot, on a trop parlé de comportement sur le terrain, trop peu d'envie, trop peu d'engagement. Moi, j'aimerais avoir une équipe, je demande pas une équipe, comme on dit, une équipe de boucher, hein, mais je demande une équipe qui monte de l'envie, de l'agressivité positivement, qui fasse un pressing, qui a envie d'aller chercher un résultat. Comme je l'avais dit dans un des podcasts d'avant Tinissa, moi, toutes les équipes que je vois jouer en Ligue 1, même si c'est pas, il y en a, c'est plus compliqué dans le jeu, elles ont envie d'aller chercher un résultat, elles se donnent. Nous, il y a toujours l'impression qu'on est là, on est sur le terrain parce qu'il faut être sur le terrain, quoi. Donc non, moi j'ai envie d'avoir une équipe qui joue ensemble, qui a au moins envie d'essayer de jouer ensemble et qui montre de l'envie, de l'engagement et qui s'arrache pour aller chercher un résultat, quoi. Moi, j'aimerais surtout ça, voir cette
cet aspect-là demain, ouais. C'est le plus important. Bertigno, c'était Ghisolfi qui en parlait dans la conférence de presse. L'engagement sur le terrain, l'engagement dans le travail au quotidien, l'engagement dans le projet. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est le principal levier à activer pour Digard afin de rehausser un peu le niveau global de l'effectif? Oui, c'est un des fondamentaux qui font partie du football. C'est voilà, l'engagement, se faire respecter sur le terrain, avoir ce caractère pour gagner les duels, pour avoir tout simplement envie de jouer et de gagner les matchs, ce qu'on n'a pas vu sur les derniers mois. On a vu une équipe absente, une équipe un peu fantôme, pas capable de réagir, qui subissait la situation. Donc là, ce qu'on veut voir, je pense, en priorité avant de voir du jeu, bah, c'est voilà, des intentions offensives, l'envie de gagner, de pousser, de mettre de l'intensité, de se faire respecter dans ce match face à Montpellier. Ce sera fondamental, je pense. Et de toute façon, Digard, en 2 jours, ne va pas pouvoir mettre en place énormément de choses. Donc je pense que c'est ce qu'on attend tous en priorité. Et au niveau de la composition, bah, je rejoins ce qu'a dit Jérémy. En sachant que mettre Mendy à droite, c'est aussi on va dire une prise de risque qui pourrait être payante et dans son développement personnel, ça serait important de le voir enchaîner des matchs. Donc non, je trouve ça intéressant, on va dire, et j'espère qu'on verra quelque chose comme ça et qu'on verra voilà, de l'intensité et tout simplement les valeurs pour gagner. Pour rappel, Montpellier est actuellement 14e de Ligue 1 avec 17 points. L'OGC Nice est 11e avec 21 points, donc 4 points devant Montpellier. On a parlé des joueurs. Je vais juste remonter un peu le chat parce que j'avais une question sur Buonani. Tac, tac, tac. Je vais la retrouver. Autour de Buonani. As-tu hâte de voir Buonani jouer? Pourquoi pas faire comme Ben Seguir à Monaco? Il pourrait être une révélation pour la deuxième partie de saison. Euh, je me, je me sers aussi de ce que j'ai vu dans le chat par rapport à la connaissance qu'a Didier Digard de Badreddine Buonani, hein, puisqu'il a été entraîneur de la réserve depuis, il me semble, l'année dernière. Ça fait 1 an et demi qu'il l'était. Oui, je dis pas de bêtises. Donc Buonani qui marche un peu sur l'eau avec la réserve, une réserve qui est en grande difficulté, avant-dernière en N3. Est-ce que voilà, on ne devrait pas s'attendre aussi à voir un peu plus démarrer Buonani et de manière générale les jeunes de l'effectif? On a parlé de Buonani, on a parlé d'Antoine Mendy, de Reda Belayan, de Daouda Traoré. Est-ce que c'est nécessaire pour vous d'insuffler aussi un, un nouveau souffle dans l'effectif avec de nouveaux joueurs qui ont envie de montrer peut-être quelque chose, Jérémy? Bah, ça a été un des aspects pendant la conférence de presse, hein, préparer l'avenir. Bah, justement, si on veut préparer l'avenir, pourquoi pas faire jouer ces joueurs-là? Alors bon, certains, on les a pas encore trop vus, mais Badreddine Buonani, on a quand même vu pas mal de choses sur les matchs de préparation. À chaque fois, il était quand même plutôt intéressant. Pourquoi pas le faire jouer? On est de toute façon la pire attaque de Ligue 1, il me semble, donc qu'est-ce qu'on a à perdre de le faire jouer? J'ai envie de dire, il montre des choses à chaque fois. Il montre de l'envie, il a le talent. Donc ce serait bien, je ne dis pas de le lancer peut-être titulaire, c'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi pas le faire jouer 25-30 minutes, déjà dans un premier temps pour qu'il prenne ses marques et au fur et à mesure qu'il puisse enchaîner, avoir des minutes de temps de jeu et qu'il puisse en gagner au fur et à mesure. Donc je pense que c'est l'exemple parfait de ce qu'on doit faire. D'autres clubs en Ligue 1 le font, ils lancent des jeunes, hein. Bah, il y a eu l'exemple, j'ai vu dans le chat, Ben Seguir à Monaco. Il y a aussi Wilson Odobert à 3, que j'ai vu plusieurs fois, qui est prêté par Paris, il me semble, mais qui est très bon aussi. Il a 19 ans. Pourquoi pas essayer, nous aussi, de faire ce qu'on faisait il y a quelques années. Tu parlais de Claude Puel tout à l'heure. Il a lancé Vincent Cosiello, il a lancé quelques jeunes. Ça s'est bien passé. Donc pourquoi ne pas tenter? Parce qu'on parle beaucoup de la formation, on doit former, on doit pas se former, on doit être un modèle. Euh, enfin, il faut se lancer et justement ne pas en faire qu'en parler de cette formation, mais justement aussi la lancer à un moment donné et leur donner leur chance. Parce que j'ai l'impression qu'on leur donne pas assez leur chance. Et Badreddine Buonani est l'exemple parfait, je pense, de ce qu'on peut bien faire avec les jeunes. Donc il faut lui donner sa chance et j'espère qu'il l'aura en seconde partie de saison.
Mais Bertigno, déjà, est-ce que Buonanni peut-il faire pire que Brahimi? Première question. Et deuxième question, est-ce que finalement, préparer la saison prochaine, parler d'une nouvelle saison de transition, c'est pas aussi ça en, en faisant jouer les jeunes, quoi. Ouais, totalement. Et puis avec l'arrivée de Digard aussi, j'espère que les statuts vont être un peu rebattus dans l'effectif. Parce que c'est pas normal qu'un Bilal Brahimi qui enchaîne des matchs moyens sur matchs moyens, ou voire mauvais, bah, ne soit pas un minimum inquiété par la concurrence, alors que tu as un Buonanni qui brille quand il joue. Donc non, j'espère que les jeunes vont avoir l'occasion de jouer et que la concurrence, elle sera à tous les niveaux, peu importe l'âge et le statut des joueurs dans l'équipe. Donc cette saison-là, en plus, bon, on n'est pas encore largué à 100% dans la course à l'Europe, même si on est loin. Elle pourrait servir aussi de tremplin sur la fin de saison si tu n'as plus grand-chose à jouer, que ce soit le maintien ou que ce soit l'Europe. Pourquoi pas donner leur chance et faire enchaîner des matchs à des joueurs comme ça, des jeunes joueurs, pour les préparer au meilleur niveau, les adapter et que la saison prochaine, ça t'en fasse une arme supplémentaire sans avoir à aller chercher quelqu'un en mercato. C'est dans ces moments-là qu'on doit faire l'effort de faire plus avec les jeunes pour se donner tout simplement les moyens d'avoir des options pour la saison suivante. Ouais, tu parles d'effort, je pense il faut pas avoir peur de dire que c'est une prise de risque. Mais une prise de risque, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que Jérémy mentionnait Koziello, on peut les citer, hein, les Benrahma, les Baoken, les jeunes joueurs qui Léa, ont. Ouais, les Pléa aussi, qui étaient, voilà, qui ont su se développer à l'OGC Nice. Des joueurs qui ont un peu moins joué aussi, mais qui ont montré de belles choses sous Puel. Boscagli, quand il met ses gardiens, Moesassen et compagnie, c'est aussi donner la place à des jeunes joueurs. Donc forcément, à ma vie, je pense que l'un des meilleurs exemples. Neil Maupay aussi, bien vu. Parce qu'à ma vie, on a tous en mémoire son erreur contre Montpellier lors du dernier match au Rail. Et on a vu la carrière qu'il a faite, très honnête, international français. Donc il a été quand même il a été à une période au top. Je parle pas des 6 mois passés avec nous qui ont été compliqués, mais il y a un moment, il a été au top. Messieurs, dernière question à vous poser avant de vous quitter. On arrive à quasiment 1h30 d'émission. Euh, un souhait, ou du moins, vous voyez où le gym à la fin de saison? Parce que là, on va avoir 6 mois. Dommage qu'on n'ait pas la Coupe de France pour vibrer un peu. C'est vrai que c'est dur. On va pas se remémorer cette soirée cauchemardesque, mais dommage, les coupes auraient pu nous apporter un peu d'oxygène. En championnat, vous nous voyez où? Et est-ce qu'en Conference League, on peut peut-être rêver d'une épopée? Peut-être Jérémy pour commencer. Bah, c'est pour moi un petit peu ce qui nous reste, hein, la Coupe d'Europe pour vivre des émotions, on va dire, parce que pour moi, le championnat, bon, on parlait d'être un peu décroché des places européennes. Je pense qu'on est beaucoup trop loin, que ce soit en termes comptables, mais aussi en termes de jeu, tout simplement. Les équipes cette saison qui jouent les places européennes, bon, je ne parle même pas de Paris, mais il y a Monaco, Marseille, Rennes, Lens, Lille. On est quand même à des degrés plus ou moins variés, on est quand même très loin de ces équipes-là, et elles perdent quand même très peu de points cette saison. Donc moi, une place en Coupe d'Europe, ce serait une belle surprise, mais j'y crois absolument pas. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est une place dans le top 10. Je nous vois finir 8-9e, un petit peu comme la saison Vieira-Urcea, où on a fini 9e, il me semble, à la fin, quand même. On a réussi à sauver, entre guillemets, une 9e place. Je nous vois au mieux faire ça cette saison, si ça se passe bien. Après, en Conference League, pourquoi pas essayer d'aller un peu loin. Ça va dépendre aussi du tirage des huitièmes du final, si on prend une équipe abordable. Mais j'aimerais bien aller au moins jusqu'en quart, voire peut-être en demi. Mais après, il y a aussi quand même de belles équipes dans cette compétition. Je pense à Braga, Villarreal. Donc ça va être quand même dur d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi j'espère une place dans le top 10, 8-9e, et pourquoi pas un quart de finale de Conference League. Donc tu vois quand même le GC Nice passer un tour. Du moins, tu espères qu'on passe le huitième de finale. J'espère, oui.
J'espère. Bertigno, ouais. Je pense que sportivement et financièrement, c'est important. Bertigno, ton regard sur les 6 prochains mois qui se profilent, autant sur la scène européenne que nationale. Oui, sur la scène nationale, pareil comme Jérémy, je pense qu'on est un petit peu décroché vraiment des places européennes et on manque de qualité, on va dire, pour, pour faire un parcours incroyable en seconde partie de saison. Même si le mercato peut corriger un petit peu ça, mais il va falloir être très fort. Et bon, je miserais plutôt entre une septième et une dixième place à la fin de la saison. Ça me paraît plus raisonnable en espérant qu'on ait ce sursaut d'orgueil pour se remettre à l'endroit. Et puis, pareil, comme l'a dit Jérémy, l'épopée en Coupe d'Europe, ça peut être c'est la dernière chose qui te reste à jouer, donc autant y aller à fond, faire le maximum. Voilà, c'est un match aller-retour, au moins passer le premier tour, le- pour la prochaine étape, quoi. Et puis après, pourquoi pas aller plus loin selon le tirage. Après, voilà, c'est pareil. Si tu tombes sur un favori ou si tu tombes sur une équipe, on va dire, un petit peu inférieure, ça peut faire varier les choses. Et voilà, qu'on joue à fond. Et puis si on peut aller chercher un petit quart de finale, on s'en privera pas. Alors, je vais vous donner mon opinion. Alors, forcément, ma volonté, c'est de remonter le plus haut possible et d'aller le plus loin en Europa Conference League, c'est évident. Mais je ne vois pas passer les huitièmes de finale. Voilà. Peu importe l'adversaire. Je suis. Mais par contre, enfin, en fait, c'est surtout quel est quelle est la chance aujourd'hui qu'on a, le maximum de chances qu'on ait pour se qualifier en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est via le fait de gagner la Conference League ou c'est via le championnat? La réponse, c'est le championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux jouer à la Coupe d'Europe l'année prochaine, il faut que tu focuses le championnat. On est à Donc, combien de points de la cinquième place là, aujourd'hui? alors, on a 21 points et on est à. Oh là là, on est à 12 points de la cinquième place. Monaco a 33 points, cinquième. Et ils perdront, C'est on ne loin, hein. reprendra jamais 12 points à Monaco. C'est Après, improbable. les gars, Donc, il reste combien? Il reste 21 matchs, hein. ouais, mais comme je disais, ces équipes-là, cette année, elles perdent vraiment très peu de points. Honnêtement, ils gagnent quasiment tout le temps, hein. C'est Rennes, Monaco, Marseille, ils perdent très très peu de matchs. Donc je crois Bah, que voilà, déjà, ils ont perdu 3 matchs, Rennes 3 matchs, Monaco 4 matchs parce qu'ils ont mal commencé, mais ils commencent toujours un peu mal, mais après ils se lancent et c'est quasiment impossible de les rattraper là, je pense maintenant. Lens a beaucoup trop d'avance, donc moi vraiment j'y crois pas. Il faudrait qu'on fasse une seconde partie de saison exceptionnelle et que dans le même temps, au moins une ou deux de ces équipes fassent une seconde partie de saison vraiment pas top et j'y crois pas du tout moi. eh bien, écoutez, moi j'y crois. Je vais vous dire le scénario, je vous le dis. Le 10 janvier 2023, on termine sixième parce que Lorient va s'écrouler. De toute façon, est en train de s'écrouler parce qu'ils ont pas été en sur-régime. Mais bon, ils étaient à une place peut-être qui n'était pas la leur, pas celle qui était programmée, on va dire. Euh, Paris gagne la Coupe de France. La sixième place est qualificative en conférence League. Non, enfin bref, on verra, mais effectivement, déjà, il y a un creux énorme entre la septième et la huitième place, si vous avez le classement sous les yeux. Lille, qui est Ouais, septième 6 à points, 30 ouais. points. Lyon, qui est huitième avec 24 points. Il y a 6 points déjà d'écart. Donc, il y a déjà un creux entre la septième et entre le top 7 et le reste. Et nous, on est onzième. Donc, ça s'annonce très compliqué, mais en même temps, j'ai envie de dire un peu excitant. On se dit que peut-être qu'on va faire une seconde partie de saison un peu à la Monaco, c'était l'année dernière, où On n'en a rien à Ouais, perdre. on n'a rien ouais. à perdre. Après, si On a on gagne demain, ouais, ça peut lancer quelque chose, mais honnêtement, ça va être compliqué. Tu sais quoi, demain on gagne 4-0, on n'aura jamais mis 4 buts dans le même match depuis le début de saison, et là tu te dis, allez, papa, Pépé qui se remet à courir droit, Delors qui se remet à aimer l'OGM, enfin bref, bon. La board Euh, qui cadre. Enfin, Laborde qui ne tape pas le Plus de poteau. poteaux, plus de poteaux, ouais. Ouais. Non, parce qu'il doit se dire, c'est chiant, c'est quand même beaucoup plus compliqué de viser le poteau que viser les buts, quoi. Au bout d'un moment, j'en ai marre, bah oui, forcément. Schmeichel qui fait 15 arrêts dans le match, Schmeichel 15 arrêts réflexes. qui fait preuve d'agilité sur ses plongeons et de sérénité dans ses sorties. Enfin bref, bon. Allez, je pense qu'après ça. Après même ça. Littbarth qui centre. Oh là là.
Bah, c'est plus pour les spectateurs, moi, que j'ai peur à chaque fois. Je me dis, putain, le mec qui regarde pas le match ou qui prend le ballon pleine face, ça peut tuer quelqu'un. Mais ça, on n'y pense pas. Mais bon, bref. Mm. Messieurs, là-dessus, 21h30, je pense que le programme il a été bien chargé. Un grand merci à vous deux, Jérémy et Bertigno, pour Merci à pour toi. votre venue. Je vais uploader directement Merci. cette vidéo sur YouTube pour les personnes qui ont pris le live en cours ou qui souhaitent se le retaper dès ce soir ou dès demain. Prenez soin de vous. Demain, le match était programmé à 21h. Si vous êtes dans le coin, allez au stade. Voilà, je pense qu'il faut faire union dans cette situation compliquée. On est supporter de l'OGC Nice dans les bons et dans les mauvais moments. On peut considérer que c'est un mauvais moment. Maintenant, union sacrée. Et puis Issa, nous on se retrouve jeudi soir avec Bertino notamment pour le débrief de la victoire 4-0 de l'OGC Nice contre Montpellier. Bonne soirée à tous et puis Issa Nissa. Issa Nissa.